Aujourd'hui, nous parlons d'État et d'administration. L'État, mais dans ses pouvoirs régaliens. La fameuse violence légitime que théorise Max Weber et que les profs de Sciences Po appellent son bras armé. C'est donc avec un grand plaisir, beaucoup d'anticipation et une pointe d'anxiété que je vous présente cet épisode sur la police nationale sénégalaise. Bon, nañ seetaan. Je ne sais pas vous dire, mais moi je suis même plus choqué. Je vais emprunter une expression à une personne qui m'est chère. Le pays a besoin d'un dëpp national. Hashtag dëpp national. Ne me demandez pas d'expliquer comment un contrôle routier finit en pareilles circonstances, mais évidemment, comme vous, j'ai tellement de questions. Il paraît que dans la deuxième partie de la vidéo, la vitre avant du véhicule a été cassée. En fait, par exemple, jusqu'où serait-il prêt à partir si ça s'était pas passé? En vrai, j'ai envie de passer le reste de l'épisode à parler que de ça. Avant d'aller plus loin, il semble important de faire la distinction entre la gendarmerie qui est affiliée à l'armée et donc censée combattre des forces extérieures tout en opérant parfois en milieu civil. Et la police qui, elle, est exclusivement civile, ce qui la rend en principe plus proche de gens comme toi et moi. En principe. La police moderne, en tant qu'institution chargée du maintien de l'ordre, est plutôt récente. Bien qu'il soit considéré pour beaucoup comme des précurseurs de la police, les lecteurs romains du Moyen-Âge avaient comme principale mission de s'occuper de la sécurité des magistrats. Telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est bien en France, sous Louis XIV, que naît une police centralisée et personnalisée. C'est alors une police du roi dont les missions sont assurer le repos du public et des particuliers, purger la ville de ce qui peut causer le désordre. Toutefois, ce n'est pas avant le 19e siècle, avec la révolution industrielle et l'urbanisation massive, que la police se transforme en institution étatique centrale pour le contrôle des populations et s'assume pleinement dans son rôle de bras séculier de l'État. Ceci étant dit, revenons-en à ce qui nous intéresse réellement, la police nationale sénégalaise. Pour la petite histoire, les premières structures policières formelles sont créées pour structurer l'administration coloniale. De ce fait, la police coloniale, en plus de ses attributs régaliens, détenait aussi des prérogatives militaires et avait pour mission fondamentale le maintien de l'ordre colonial et la protection des intérêts impérialistes. Je vous laisse donc imaginer à quel point cette police était tyrannique avec les autochtones. Et c'est même encore plus rageant quand on sait que les colons possédaient même des pouvoirs de police informels. La police sénégalaise est officiellement structurée par le décret de 1969 sur la sûreté nationale, qui devient plus tard la direction générale de la police nationale. Elle est placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Elle dispose d'un effectif plutôt important, capable de déployer plusieurs milliers d'agents pour de grands événements, comme lors du Grand Magal de Touba de 2025 où 4606 agents ont été déployés. Cette institution s'articule autour de 4 grands corps statutaires. Les agents de police assurent les missions de base, présence sur le terrain, circulation, patrouille et sécurisation du quotidien. Les inspecteurs et les sous-officiers prennent en charge l'encadrement des équipes et les premières enquêtes. Les officiers de police, quant à eux, planifient et coordonnent les opérations de plus grande envergure, tandis que les commissaires et commissaires divisionnaires assurent le commandement stratégique et la conduite générale de la sécurité. À ces corps hiérarchiques s'ajoutent des unités spécialisées, notamment la brigade d'intervention polyvalente ou la BIP pour les interventions spéciales, ainsi que les brigades cynophiles, équestres et de circulation. Et surtout, il y a eux, les groupements mobiles d'intervention ou GMI. La police est essentiellement chargée de la protection des personnes et des biens, du maintien de l'ordre public, de la constatation des infractions aux lois pénales, de l'assistance aux autorités administratives et diplomatiques et de la gestion de la mobilité urbaine. Ouais, juste ça. C'est le cas de le dire. Au Sénégal, on a une bonne police. Non, sérieusement, on n'est pas si mal, malgré quelques défaillances, parfois criantes. Bon, et le fait que tout ce dont on parlera dans cette vidéo vous fera sûrement remettre en question cette affirmation. Mais pour vous donner une idée, voici les 5 polices africaines les mieux notées selon le World Internal Security and Police Index. Selon le ministère de l'Intérieur, entre 2015 et 2017, la criminalité au Sénégal a baissé de 30% pour les nationaux et de 20% ou plus pour les étrangers. C'est un travail remarquable pour moins de 10 000 hommes et femmes pour une population de presque 20 millions d'habitants. En 2021, les concours de police avaient pour objectif de recruter plus de 900 agents. Et je parle de 2021 parce qu'ils n'ont pas jugé nécessaire de mettre à jour les infos sur leur site officiel. Parlons d'Internet, même s'il y a encore du travail en tout ce qui concerne le monde en ligne, comme évoqué dans notre vidéo sur l'ubérisation de la mise hors état de nuire de coachs recherchés depuis des années pour plusieurs chefs d'accusation, dont le chantage et l'extorsion sur la base de vidéos personnelles à caractère
a été une belle victoire de la police. Est-ce la preuve que le Sénégal est outillé pour lutter contre la cybercriminalité? Peut-être bien. En tout cas, ils se sont du pain sur la planche. Internet est une jungle. On y trouve trafic d'êtres humains, prostitution et des scammers de plus en plus sharp. Donc, en t'écoutant, notre police, elle est parfaite. Alors non, seulement il faut rendre à César ce qui appartient à César. Maintenant, à l'image du site officiel, on trouve quelques manquements perceptibles, malheureusement, dans des actes tous les jours. Un ami, par exemple, se fout du bus, m'a dit qu'aller chercher un papier à la police de... C'est comme traverser les portes du Mordor. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est ça, les portes du Mordor. Plus sérieusement, c'est toujours un chemin de croix. Ce sont parfois des personnes qui laissent leur travail toute une journée pour une simple légalisation. Les commissariats sont bondés, les files interminables, l'attente insoutenable, notamment pour le troisième âge. Sénégal. Pour vous dire, dans ce pays, c'est plus facile d'obtenir un permis de conduire que de se faire une carte d'identité. Surtout lorsque vous ne connaissez personne et que personne ne vous connaît. Parce que c'est comme ça que les choses marchent par chez nous. C'est même porter plainte, qui devrait être à la portée du plus petit citoyen, n'est pas un réflexe chez les gens. Vous me direz peut-être néanmoins que c'est un moindre problème quand on pense à l'éléphant au milieu du salon. Et il faut bien qu'on parle de l'éléphant au milieu du salon. La police sénégalaise, elle a un problème. Donald Trump had a problem. Il y a de la corruption. C'est un secret de polichinelle. C'est au point où, lorsque se montre au grand jour un flic vertueux, il devient une figure héroïque de référence. Et c'est tout à son honneur. Selon une étude menée par l'OFNAC en collaboration avec le PNUD sur la perception de la corruption au Sénégal, 95% du grand public et 61% des professionnels témoignent de manifestations de corruption dans leur environnement immédiat. C'est dire... La police sénégalaise est corrompue, mec. Ce n'est pas ce que je dis, mais juste que les contrôles dans la circulation ressemblent de temps en temps à des opérations de raquettes organisées. Et encore plus grave, on entend la disparition de quantités importantes de stupéfiants saisis. Mec, la police sénégalaise est quand même très corrompue. Encore, pas mes propos. C'était encore hier que l'ex-directeur de l'Octrestis révélait l'existence d'un vaste réseau de trafic de drogue dans lequel la police serait directement impliquée. Plus spécifiquement, un ex-directeur général de la police nationale. Cette affaire a défrayé la chronique tant les accusations étaient graves. Ce type de scandale, parmi tant d'autres, dilue la confiance du Sénégalais moyen envers l'institution et l'uniforme. Soyons honnêtes, qui d'entre nous n'a jamais été témoin et ou victime d'une tentative de raquette par un policier au Sénégal? Peut-être que ce n'était pas vous directement, mais vous y avez assisté. Permis, cassé, là. Il y a évidemment quelques pistes de réflexion pour expliquer ce phénomène, ce fléau qu'est la corruption. Être policier est sans aucun doute dans la liste des jobs les plus difficiles à faire. Pire, au début de son contrat, un agent de police gagne en moyenne entre 80 et 200 000 francs CFA. Au bout de 5 ans d'ancienneté, c'est entre 100 et 300 000. Avec le niveau de vie, les charges et pressions sociales de ce pays pour arrondir les fins du mois, la tentation de céder à la pourriture devient presque du bon sens pour certains. Le second facteur, à mon avis, est le manque de contrôle indépendant. En France, par exemple, l'IGPN est responsable du contrôle des services de la DGPN. Au Sénégal, il semble que cette prérogative revient au ministre de l'Intérieur. Le dernier facteur, à mon avis, est le fait que les policiers soient des agents assermentés dans un pays où les droits de l'homme... Être assermenté veut dire qu'ils peuvent, dans le cadre de leur fonction, établir des procès-verbaux dans lesquels ils peuvent constater des faits faisant foi jusqu'à preuve contraire. En termes simples, sa parole peut servir de preuve dans des infractions pouvant donner lieu à des poursuites pénales. On peut se demander évidemment ce qui se passe quand un policier ment. Sauf si vous n'avez jamais eu d'interaction avec un policier sénégalais. Vous savez que la réponse c'est absolutely nothing. Tu vois, quand tu parlais de l'éléphant dans la pièce, moi je pensais que tu parlais de violence policière. Il y a un truc super marrant au sujet des Tchoy. Le Sénégalais a très peur de la police. Vous trouverez des dizaines de vidéos drôles qui en attestent. Elles peuvent choquer parfois, mais elles font objectivement rire. Et ce n'est pas par hasard si la chose à laquelle le Sénégalais associe la police après ramasse, c'est l'utilisation de la violence. C'est au point où, dans la sagesse populaire, Al-Kati, Doré Lenkohame, ou sa variante, Al-Kati du Moussa Baye. Ça devient tout de suite moins drôle quand on sait jusqu'où ça peut aller. Nous ne parlerons même pas d'usage d'armes à feu sur les manifestants, ni d'enfants utilisés comme boucliers humains. Pourtant, avec un certain recul et après un œil rapide sur ce qui se passe ailleurs, on se rend compte que le policier sénégalais n'est pas particulièrement connu pour sa violence. Encore une fois, je mets de côté les cas isolés d'utilisation de la violence excessive. Mais cette même violence excessive est érigée en règle dans certaines nations africaines. Et pas que. Aux polices, aux pratiques extrêmement brutales en toute méconnaissance des droits de l'homme. Je pense naturellement à l'Ouganda, classé pire police d'Afrique selon le World Internal Security and Police Index, ou encore le Congo où la police, à la botte des pouvoirs en place, se sert de berger allemand pour mater férocement le peuple. Mais intéressons-nous à la chose à une plus petite échelle.
à l'échelle individuelle, dans la vie de tous les jours. Qui n'a jamais assisté à une bavure policière? Sérieusement. Alors même que la personne en face ne représentait aucun danger. Alors même qu'elle ne résistait pas. Alors même qu'il n'y avait pas d'outrage à agent. Après, il faut avouer, il en faut peu à certains pour se sentir outragés. Bon. Tu sais que tu vas rentrer au Sénégal, non? J'ai le souvenir d'une finale régionale de Nawetan entre l'équipe de mon quartier, Mbahan, et une équipe de Mbour, au stade Caroline Faye de Mbour. Normalement, chaque équipe a une partie du stade. Et quand on arrive, les tribunes sont bondées. Un des gars du quartier qui cherchait juste une place, il y a un des policiers qui essayait de le frapper avant de se prendre une droite. Pas besoin de vous dire que le jeune fantassin a fini dans un état lamentable. Dans d'autres cas, un simple « pourrais-je savoir pourquoi vous m'arrêtez, chef ?» pourrait vous valoir un très mauvais quart d'heure. Dites-vous juste que si jamais vous vous retrouvez dans une situation d'escalade avec un policier, ne comptez pas sur lui pour désamorcer la situation. La seule explication rationnelle qu'on peut avancer pour ce modus operandi constant et caractéristique du corps de métier est simplement un manque de professionnalisme de certains policiers, qui se manifeste par l'absence de civisme, de respect dans les interactions avec les civils. Il est courant de voir des policiers faire preuve de brutalité inutile, gifler, pousser, malmener des personnes qui ne résistent pas. Mais qui forme ces gens? Qu'est-ce qu'on leur apprend? Quand on est appelé à être confronté à l'humain constamment, la formation est d'une importance capitale, surtout avec les pouvoirs qui sont conférés aux policiers. Sans parler d'une intelligence émotionnelle et d'un respect des droits du citoyen aussi qui se cultive. Le policier sénégalais, malgré tout, et heureusement, n'est pas Dieu sur terre. La loi prévoit 2 types de sanctions pour les membres de la police en infraction du règlement ou ayant commis des fautes. Les sanctions sont soit de type interne ou externe. La plupart des sanctions au sein d'une force de police sont de forme interne. Celle-ci varie de l'avertissement simple à la consigne de 2 jours pour les agents, à des arrêts de rigueur de 8 à 30 jours pour les commissaires et officiers de police. Le pouvoir de les infliger revient au directeur général, aux directeurs nationaux et régionaux de la police nationale pour les fautes de commissaires ou officiers de police. Pour les fautes de sous-officiers ou agents de police peuvent infliger une punition interne, tout supérieur hiérarchique. Les sanctions externes reviennent à l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ces sanctions vont de l'exclusion du tableau d'avancement à la radiation définitive du service. Avant toute sanction externe, doit être consulté le conseil d'enquête, siégeant à Dakar, constitué de 5 membres d'un grade au moins égal à celui de l'agent mis en cause, dont l'un d'entre eux, au moins, devant appartenir au même corps que celui-ci. Le conseil d'enquête n'est qu'un organe consultatif, et sa décision n'engage en rien l'autorité ayant pouvoir de nomination. Le directeur de la police nationale adresse une lettre de saisine au président du conseil. Après examen, ce dernier fixe une date de l'audience. Le jour J, les différentes parties sont entendues avant que le conseil ne délibère à huis clos. Soit dit en passant, la majorité constatée forme l'avis du conseil. Celui-ci est consigné au procès verbal. Or, les parties concernées et leurs représentants, il est formellement interdit d'en rendre compte. Et il est dissous aussitôt après avoir rendu l'avis sur les affaires pour lesquelles il a été convoqué et constitué. En écoutant cette partie sur les sanctions, si on ne s'endort pas, on se rend assez vite compte que la police se protège et protège les siens. Comment penser autre chose? Il y a un esprit de groupe indéniable au sein des forces de l'ordre. Le besoin de se protéger pour affronter des dangers communs peut-il rendre aveugle sur les transgressions de collègues, d'amis, de frères? Et il y a bien évidemment d'autres problèmes. Il y a tellement de problèmes qu'on dirait qu'il n'y a que des problèmes. On peut parler des tests d'admission si vous voulez, mais on n'a pas le temps et tu t'ennuies. Surtout, nous ne sommes pas ici pour faire le procès ni de la police, ni des policiers. Ok, peut-être un peu. En vrai, qui d'autre le ferait? Kodoff, qui est fou? On dirait qu'on a tous trop peur et sans dit long sur l'état des choses. Nous devons au moins ce semblant d'honnêteté. Aucune solution ne portera des fruits sans profond changement sur le rôle et notre perception de la police dans la société. Du coup, voilà ce qu'on pense qu'il serait intéressant de faire. D'abord, je pense que c'est censé de promouvoir et de créer une police des polices, dont le but est de contrôler et surveiller l'action de la police nationale au sein du territoire. Il faudrait qu'ils aient une autorité et un pouvoir de sanction sur les membres de la police nationale, et qu'elle soit libre des chaînes du ministère de l'Intérieur et des politiques. Au-delà, il faudrait organiser des formations contre la corruption pour les policiers et les populations. Et on doit mettre en place des mécanismes de sanctions beaucoup plus sévères. Enfin, et il serait plausible que ça doit être la première étape, il faut rendre la paix attractive pour les policiers. Le manque de moyens est sûrement le facteur numéro 1 de la majorité des problèmes au sein d'une force de police. On arrive presque à la fin de cet épisode et voilà. J'aimerais envoyer un petit message à mes frères et sœurs de la police nationale. Il n'est certes pas toujours facile de trouver les bons mots pour exprimer son amour, parce que pourquoi je dirais que je t'aime quand Éluard dit que la courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur. Je sais,
Je l'admets, notre relation est parfois compliquée. Mais sacrifier sa vie est preuve indéniable d'amour. Donc, je te dis, je porte autant d'amour pour toi, ma sœur, mon frère en couleur. C'est la fin de notre émission. Merci d'avoir suivi, commenté, liké, partagé. Racontez-nous vos meilleures anecdotes avec la police, surtout dans quel pays. Ciao.